La préoccupation intéressante sur laquelle nous nous penchons, c'est que nous réalisons qu'en mettant un accent tout particulier sur Crystal 28 et sur Massive Field, le Congo veut rentrer dans le jeu du conflit armé entre le M23 et le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que nous allons, si tel était le cas, nous allons mettre entre les mains du Rwanda les moyens financiers qui vont lui permettre de continuer et de perpétrer la guerre en RDC. Est-ce que le peuple congolais peut aller vers une telle démarche? Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 juin 2024 et nous avons pris rendez-vous avec vous. Nous allons revenir sur un sujet que vous connaissez maintenant suffisamment et nous ne le laisserons pas tant que nous n'irons pas à l'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. Beaucoup de choses ont été dites et nous nous rendons compte que de l'autre côté, le gouvernement et le pouvoir ne veulent pas désarmer. C'est pour ça que nous devons, comme on vous l'a dit la dernière fois, être debout. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler un peu des non-dits de tout ce qui se présente sur ce sujet, surtout après que nous ayons découvert que lors de la réunion entre le PCT et le gouvernement, il est apparu clairement que ces accords étaient cachés. Donc, on ne parle pas aux Congolais des vrais documents. Et on se demande sur quelle base les gouvernants peuvent dire que les terres n'ont pas été cédées ou vendues, puisque ce sont eux qui détiennent les documents, notamment Denis Christel Sassou Nguesso, qui était l'unique signataire de ces accords. C'est pour ça que nous avons tenu à essayer de vous représenter un peu le Rwanda. Le Rwanda est un pays de 26 338 km² qui a pratiquement près de 14 millions d'habitants. Et on vous l'a déjà dit, c'est à peu près 532 habitants au kilomètre carré, ce qui est ce qui est vraiment dense. Et faire comprendre que le Rwanda est un pays exigu qui a besoin de beaucoup d'espace. Et cet espace, il le convoite parfois au Congo-Brazzaville, qui lui a 342 000 km² pour une population de 6 142 140 habitants, avec une densité moyenne de 18 habitants au kilomètre carré. Et quand vous prenez le Congo, vous voyez que pratiquement la cuvette ouest, qui n'est pas le département qui a la plus grande espace, qui a la plus grande, qui a le plus grand espace, qui a la plus grande superficie. La cuvette ouest, qui a une superficie proche de celle du Rwanda, a 26 600 km². Une population autour de 119 000 habitants, c'est-à-dire une densité voisine à peu près de 4-5 habitants au kilomètre carré. Nous avons de l'espace. Mais quand nous parlons également de l'espace, nous avons des départements comme la Bonza. C'est le département le plus petit du Congo du point de vue de la superficie, avec près de 12 265 km², mais qui a une population au-delà de 300 000 habitants et une densité de près de 30 habitants au kilomètre carré. Mais on constate également que le Rwanda, en dépit de cette situation, mène des démarches, signe des accords, par exemple, avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants, les demandeurs d'asile. Et la question qu'on se pose, où va-t-il les placer? Et c'est là tout le problème. Et c'est pour ça que nous allons aller droit au but. On va vous rappeler, et on ne cessera pas de le rappeler, que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda au Congo a rencontré le ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Ils ont eu des échanges et à la sortie de cela, il a déclaré qu'il est venu pour chercher les titres fonciers pour les terres que le gouvernement congolais
avait offerte à l'État rwandais. Et en réponse, selon le site officiel du Rwanda, le ministre d'État aurait rassuré l'ambassadeur de son entier engagement à tout mettre en œuvre pour faire obtenir ces titres fonciers. C'est un volet extrêmement important dans les débats que nous avons. Et depuis, on n'en parle plus. Le gouvernement communique, mais ne parle pas de ça, cache ces aspects. Mais nous tenons à le restituer. Pourquoi? Parce que Anatole Koliné-Makosso a été nommé le 12 mai 2021. Ce qui veut dire que par rapport à cette situation, peut-être que c'est le défunt Clément Mwamba qui avait négocié cette situation, mais il y a la continuité de l'État. Pierre Mabiala étant toujours au gouvernement, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le président de la République et le Premier ministre étaient bien informés de cette situation et que Pierre Mabiala ne pouvait pas avancer ce qu'il a avancé sans en rendre compte si le gouvernement fonctionne bien au Premier ministre et au président de la République. La question qu'on se pose, pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne peut pas communiquer sur cet état des choses? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième chose, pour ce que nous connaissons dans la pratique, on recherche le titre foncier lorsqu'on se considère déjà propriétaire exclusif. Et l'ambassadeur rwandais est venu parce que le Rwanda se considérait déjà propriétaire exclusif des terres que le gouvernement aurait offertes à l'État rwandais. Et cette situation, elle devrait pouvoir être clarifiée et ne pas permettre qu'on s'embrouille, qu'on aille dans la confusion, etc. Pourquoi le ministre Pierre Mabiala ne s'exprime pas sur cette question? Pourquoi le Premier ministre ne s'exprime pas sur cette question? Et a fortiori, pourquoi le président de la République? Parce que nous savons que le président de la République est bien informé de ce problème. Pourquoi il n'intervient pas sur cette question? Et nous constatons, nous allons y revenir plus loin, que chaque fois que le gouvernement communique, il essaie d'éviter d'arriver à la situation. Et moi, je commence par ça, parce que cette situation est antérieure à la signature des accords. Vous allez d'ailleurs le remarquer dans la chronologie que nous allons suivre. Après, nous arrivons à la signature des accords. Pour donner la précision, suite à la tenue d'une commission mixte par visioconférence, 7 accords ont été signés en novembre 2021, donc plusieurs mois après la rencontre entre le ministre Pierre Mabiala et l'ambassadeur rwandais. Ces accords, nous pouvons en énumérer quelques-uns. Il y avait un accord de coopération en matière foncière. Il y avait un accord de coopération militaire et technique. Il y avait un mémorandum d'entente dans le domaine de l'agriculture et du développement durable. Il y avait un protocole d'accord relatif à l'enseignement supérieur. Il y avait une convention fiscale pour l'élimination de la double imposition sur le revenu, la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Il y avait un accord sur l'exemption des visas. Voilà un peu le gros qui se présente. Et nous constatons que parmi, sur les 7 accords, 2 ont reçu l'accord, l'autorisation de ratification par le Parlement. Il s'agit de la Convention fiscale sur l'élimination de la double imposition. Il s'agit également de l'accord sur l'exemption des visas. Tous les autres accords, depuis 2021, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans, n'ont pas reçu l'accord de ratification. Mais on peut toutefois signaler que l'accord militaire et technique. Du côté du Congo-Brazzaville, c'est l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public et privé, qui a signé ces accords. Côté rwandais, l'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr Vincent Wiluta, qui en présente le contenu. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays,
Les deux côtés ont signé différents accords, dont la coopération militaire, la coopération dans le domaine de l'éducation, précisément dans le cadre universitaire, dans le domaine frontier, le développement durable, la sauvegarde des forêts, la normalisation du système de taxes pour ceux qui font le commerce et les investissements dans les deux pays pour éviter la double taxation. De coopération militaire et technique a été inscrit 2 fois à l'ordre du jour du Parlement. 2 fois, il n'a pas été examiné. Et ça nous pose des problèmes. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas parler des terres sans avoir une idée précise sur le contenu de l'accord de coopération militaire et technique. On ne peut pas également parler d'accords sur les terres si on n'a pas abordé l'aspect de l'autorisation de ratification pour l'accord de coopération dans le domaine foncier. Et on peut regarder comme ça. Mais il y a des questions qui se posent. Ce sont des non-dits. Quand il s'agit de l'accord de coopération militaire et technique, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes un pays voisin et frontalier avec la RDC, laquelle RDC est en guerre avec le M23 et le Rwanda. Et nous ne voulons pas que le Congo soit une base arrière de ce qui se passe. En fait, nous ne voulons pas que le Congo apporte un soutien dans ce cadre au Rwanda, au vu des horreurs, des violences, des massacres qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui nous concerne déjà à ce niveau, ça fait certainement partie des non-dits. Nous disons et nous le répétons, le Congo devrait privilégier les rapports de bon voisinage avec les pays limitrophes, particulièrement avec la République démocratique du Congo. Au-delà de ces 7 accords, il y a 8 accords qui ont été signés en avril 2022. La plupart de ces accords sont relatifs à Crystal Venture et à Masseyfield Venture, qui ne sont rien d'autre que des structures financières à la recherche du financement pour le FPR, c'est-à-dire pour le Rwanda. En d'autres termes, ces structures sont mises en place pour rechercher les moyens financiers pour que le Rwanda entretienne la guerre et aille perpétrer les massacres à l'est de la République du Congo. Est-ce que nous pouvons tolérer ça? Curieusement, aucun des accords qui a été signé en avril 2022 n'a été ratifié. Et pourtant, lorsque Denis Christel Sassou Nguesso fait le point sur la mise en œuvre de ces accords en juillet 2023 devant les présidents Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso, il apparaît clairement que le Congo a apporté une attention particulière aux aspects qui touchent Crystal Venture et Masseyfield. En faisant quoi? Vous avez déjà la concession du parc industriel et commercial de Maluku, qui nous pose des problèmes parce que très proche de la frontière avec la RDC. Vous avez l'accord sur la culture du ricin, toujours avec Crystal Venture. Et nous allons en arriver là sur les questions que nous nous posons là-dessus. Nous avons l'accord sur la conception, la restructuration du port sec à Dolisie. Nous avons ces affaires de 4 permis de recherche minière et un permis d'exploitation accordé à Crystal Venture. Donc, vous voyez que l'ossature est faite. Et la précipitation, puisque quand on prend l'accord, quand on prend ce que le Premier ministre aime souvent rappeler, l'autorisation express d'occuper, mais elle est signée pratiquement le 18 mai 2022, c'est-à-dire un peu plus d'1 mois après la visite du président Kagame. Mais tous les autres accords, y compris ceux qui ont été signés en 2021 et ceux qui ont été signés en 2022, ne font l'objet d'aucune démarche d'autorisation de ratification. Ce qui veut dire en fait déjà que c'est un premier constat que nous faisons. Le Parlement congolais n'est pas au courant de ça. Et pourtant, au moment de la signature,
les deux présidents avaient instruit les deux gouvernements respectifs pour que les dispositions soient prises pour élaborer des plans d'action afin que les plans d'exécution soient mis en place très tôt. Maintenant, quand nous regardons la mise en exécution, il y a beaucoup de questions qui se posent. La première question à laquelle le gouvernement n'arrive pas à répondre: pourquoi tous les sites choisis ont été localisés dans la partie sud du pays, qui en réalité ne couvre que 106 000 km², et que dans la partie septentrionale du pays, qui recouvre 235 000 km², il n'y a aucun site qui n'a été prévu. Cela s'explique par quoi? Il y a d'autres questions qui se posent. Pourquoi avoir choisi le Rwanda en ce qui concerne le ricin, alors que nous savons d'après plusieurs études que les deux pays les mieux placés en ce qui concerne le ricin, qui est une culture extrêmement difficile, c'est l'Éthiopie et l'Angola. Pourquoi n'a-t-on pas choisi l'Éthiopie ou l'Angola? Surtout l'Angola, qui nous est très voisine au vu d'un certain nombre de raisons que nous connaissons. Il y a là aussi véritablement un problème. Une autre question que nous nous posons: pourquoi les sites choisis l'ont été dans les endroits du Congo où la population est extrêmement dense? Quand vous prenez la Bouenza, c'est 30 habitants au kilomètre carré. Quand vous prenez le Poule et le Niari, c'est pratiquement 11 à 13 habitants au kilomètre carré. Est-ce un hasard? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il s'agit de la culture du ricin, est-ce qu'on s'est rendu compte, est-ce qu'on a tenu en ligne de compte le fait que cette culture appauvrit sérieusement les sols et qu'on devrait regarder et y faire extrêmement attention? Voilà un certain nombre de préoccupations. Maintenant, la préoccupation importante, ce n'est pas celle-là. La préoccupation intéressante sur laquelle nous nous penchons, c'est que nous réalisons qu'en mettant un accent tout particulier sur Crystal 28 et sur Massif Field, le Congo veut rentrer dans le jeu du conflit armé entre le M23 et le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que nous allons, si tel était le cas, nous allons mettre entre les mains du Rwanda les moyens financiers qui vont lui permettre de continuer et de perpétrer la guerre en RDC. Est-ce que le peuple congolais peut aller vers une telle démarche? Est-ce que le peuple congolais serait favorable? C'est là où nous nous posons la question quand nous suivons même la communication du gouvernement. Parce que nous savons, et nous le redisons, selon l'article 2 de notre Constitution, le principe de la République est clair: gouvernement pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, à mi-parcours, je peux déjà dire que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont opposés. Je dis bien, se sont opposés et s'opposent farouchement, avec détermination, aux accords signés avec le Rwanda, parce qu'il n'y a aucune justification et le gouvernement est incapable d'apporter la moindre justification. Maintenant, au-delà de ça, nous avons un autre aspect. C'est cette information qui a tourmenté les Congolais, qui continue de tourmenter les Congolais. Cette information qui a été donnée à travers une vidéo, comme quoi une mission des membres du secteur privé du Rwanda avait effectué du 4 au 8 mars 2020. C'est vraiment précis, une mission au Congo. Et ils ont visité 2 sites des terrains dont la superficie cumulée fait 980 km² que le Congo a offert au Rwanda. Et ce qui a choqué les Congolais, c'est qu'on ait pu dire que ces sites apparaissent désormais au Rwanda. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda, avec une superficie combinée de 980 km². Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement est en train de mener une démarche pour que sur le territoire congolais, il y ait la création de 2 enclaves rwandaises. Et peut-être que les Congolais n'y auront plus accès. Certainement que les Rwandais y implanteraient leur drapeau. Peut-être que pour y aller, il faudrait des visas.
Et il a été bien dit, vous avez vu à travers cette vidéo, les relevés topographiques, ce qui nous ramène à la rencontre entre l'ambassadeur du Rwanda et le ministre Pierre Mabiala, qui nous amène à nous dire si ce n'est finalement pas ça, si ce n'est pas Pierre Mabiala qui a tenu sa promesse, parce qu'il avait rassuré l'ambassadeur rwandais de tout mettre en œuvre pour obtenir dans les meilleurs délais les titres fonciers qu'il recherche. Et le ministre Pierre Mabiala, qui devrait bien communiquer sur ces questions, se permet de venir nous demander des preuves. Mais la première preuve, c'est d'abord la rencontre qu'il a eue avec l'ambassadeur rwandais. La deuxième preuve, c'est la vidéo. Les Rwandais n'ont quand même pas inventé le chiffre de 980 km². Puisqu'ils disent même qu'ils ont rencontré des hommes d'affaires congolais qui étaient très heureux et qui souhaitaient leur venue rapide pour qu'ils commencent à travailler ensemble. Nous avons vu des hommes d'affaires rwandais s'exprimer en disant que les terres étaient fertiles. Ça veut dire qu'ils les ont touchés et qu'ils allaient venir pour y faire du soja. Mais le gouvernement joue à quoi? Le gouvernement joue à quoi? Les choses sont tellement claires. Comment le gouvernement peut se lancer dans une telle démarche qui est véritablement rejetée par les Congolais? Et nous en arrivons à un point. Lorsque le gouvernement communique, les Congolais ont dû remarquer, mais ils sont devenus les défenseurs du Rwanda. Parce que lorsque le Premier ministre ou le ministre Thierry Moum, parce qu'ils ne sont que 3 sur les 38 qui s'expriment sur cette question, lorsqu'ils s'expriment, ils défendent quoi? Ils défendent les autorisations provisoires. Ils défendent les autorisations express d'occuper. Ils défendent les baux amphithéotiques. Et les Congolais sont même surpris. Mais pourquoi le principal signataire de ces accords, Denis Christel Sassou Nguesso, qui, de notre avis, est le mieux placé pour donner toutes les explications les meilleures. Pourquoi a-t-il disparu des radars? Pourquoi a-t-il disparu? Et les membres du gouvernement qui s'expriment, ils sont incapables de donner les réponses aux questions que les Congolais se posent, que j'ai antérieurement posées. Mais plus grave, ils sont incapables de démentir les éléments de communication, les articles qui ont été publiés par le site officiel du Rwanda, par le journal en ligne, les Échos de Brazzaville, par l'agence d'information de l'Afrique centrale. C'est tellement clair. On dirait même qu'ils ont pris la main dans le sac. Et nous disons au peuple rwandais, nous disons rwandais parce que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Non. Les gouvernants congolais et rwandais ont dû se tromper. La constitution congolaise est claire. L'article 219 est clair. Nulle cession, nul échange, nulle jonction du territoire national ne peut se faire sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Et il n'y a jamais eu de référendum sur la question. Ça nous incite d'ailleurs à dire, lorsqu'on parle de ce qui a été fait par le gouvernement Session pour un franc symbolique à la société Mali Développement, il faut que l'on revienne à cette situation et il faut qu'on demande, en ce qui concerne les affaires foncières, que des audits extrêmement sérieux soient menés pour que nous récupérons, si nous n'avons pas été attentifs à un moment donné, nous récupérons toutes nos terres. Mais nous disons encore une fois, nous ne sommes pas en mesure d'apporter un soutien au Rwanda pour faire la guerre aux pays voisins, particulièrement à la République démocratique du Congo. Et lorsque j'ai élucidé les affaires sur ce point, mais j'en viens à quelque chose qui est extrêmement important, c'est la rencontre entre le secrétariat permanent du PCD et le gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso. Nous le savons maintenant, cette rencontre a été houleuse. Il y a eu des insultes, il y a eu des injures, tellement c'était grave. On a traité certains de marionnettes, mais ce qui a été dit de surtout de grave,
surtout pour nous autres les chrétiens, c'est qu'au cours de ces réunions, on est demandé au gouvernement de produire les vrais accords et non pas les accords bidons qui ont été produits aux évêques. Véritable manque de respect, non pas seulement à leurs excellences les évêques, mais manque de respect à l'endroit du peuple chrétien catholique. Le gouvernement demandera-t-il des excuses ou qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est le premier point. Donc, en fait, on se rend compte que le 23 juin 2024, le gouvernement a voulu instrumentaliser et manipuler les évêques, chose inacceptable et intolérable. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Depuis qu'il y a eu cette réunion, nous avons espéré que le gouvernement présenterait des excuses aux évêques. Tellement c'était très gros, tellement c'était difficile à vivre. Le deuxième aspect sur lequel nous revenons au cours de cette rencontre, mais c'est qu'il a apparu clairement que ce que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, ce n'était pas les vrais accords, que ni le Parlement, aucun parlementaire, ni à la direction politique du PCT, personne ne possédait ces accords. Et il a apparu clairement que ces accords n'étaient détenus que par une seule personnalité. Cette personnalité s'appelle Denis Christelle Sassou Nguesso. Et nous nous posons la question, à quel titre depuis 2021 les accords signés au nom du Congo, je suppose, avec les pleins pouvoirs délégués par le président de la République, à quel titre M. Denis Christelle Sassou Nguesso peut s'arroger le pouvoir de confisquer, je dis bien de confisquer de tels documents, alors qu'après avoir été signé, l'étape suivante, c'était le dépôt de tous ces documents depuis 2021, ceux de 2022, sur la table du Parlement, pour que le Parlement étudie, pour que le Parlement cherche à soit accorder ou non l'autorisation de ratification. Question que nous nous posons. Qu'est-ce qui permet à Denis Christelle Sassou Nguesso de se comporter comme ça? Puisque nous nous rendons compte que même le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso est ridiculisé. Comment peut-il expliquer qu'un de ses membres du gouvernement, un ministre, puisse détenir des documents que lui, en tant que Premier ministre, il n'a pas? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et il est impuissant. Parce que lorsqu'il a été attaqué, il y a la grogne au cours de cette réunion. Parce qu'il y a véritablement grogne avec les autres membres du bureau politique qui sont là. Mais il dit, mais vous savez bien que c'est Denis Christelle Sassou Nguesso qui garde ces documents chez lui. Il est membre du bureau politique du PCT. Vous pouvez l'interpeller. Donc, on se rend compte. Koliné-Makosso a parlé des 12 batailles. Et dans ces 12 batailles, il parlait de la restauration de l'autorité de l'État. Et voilà, nos gouvernants qui viennent parler d'une chose et qui sont incapables de l'appliquer. Et là, il n'est pas capable de l'appliquer devant un seul ministre, un seul membre du gouvernement. Peut-il l'appliquer sur les 38 membres du gouvernement? Quelle autorité il a pour gérer les affaires de la cité? Quelle autorité il a pour conduire le pays à bon port? D'ailleurs, on voit comment le pays est en train de voguer à volo. Moi, j'ai plié la Constitution, je l'ai lu et relu. Je me suis appesanti sur l'article 77 qui dit que lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais je n'ai vu nulle part un article qui donne à un ministre, fût-il fils du président, et j'en souris un peu au moment où j'en parle. J'en suis peiné, pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux ces jours-ci, nous avons découvert qu'au Gabon, le président Oligui Nguema n'a pas tergiversé pour relever de ses fonctions ses deux frères de sang, ses deux frères de même mère et de même père,
C'est la petite bombe informationnelle du jour au Gabon. Aurélien Mintami Nguema, le directeur général du budget du Gabon, et le lieutenant-colonel Bibambi Nguema, le commandant de la section d'intervention spéciale de la garde républicaine, viennent d'être virés respectivement de leurs fonctions. En réalité, cette actualité intéresse la presse nationale et internationale parce qu'il s'agit là de deux petits frères du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux petits frères croyaient que la République est comme les jeux d'enfance à l'époque Tortue Ninja. Ils ont cru que leur grand frère allait fermer les yeux à leur dérapage au nom de la fratrie. Non, messieurs, le patron du CTRI vient de démontrer à toute l'Afrique en général et aux Gabonais en particulier que les affaires de famille ne se mélangent pas avec celles de la République. Parce que pour lui, dans sa conception, on ne mélange pas les affaires de l'État et de la famille. Et si on vous a fait confiance pour vous placer dans un poste de responsabilité, on compte sur votre compétence, votre efficacité, mais on ne compte pas sur les rapports familiaux, etc. Parce que c'est ça qui a plongé le Congo dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vers qui nous devons nous tourner? Et j'en ai été terriblement bouleversé lorsque j'ai suivi que le 8 juin, le bureau politique du PCT s'est retrouvé. Alors là, franchement, je me suis dit, mais le pays, véritablement, il est dans le chaos. Et pourquoi je le dis? Mais parce que reconnaissant ne pas avoir ces documents, les membres du bureau politique ont apporté leur soutien au gouvernement et ont osé déclarer, prenant les Congolais pour des imbéciles, excusez-moi l'expression, que les terres n'ont été ni cédées ni vendues et qu'ils apportent leur soutien au gouvernement parce qu'on a besoin des terres. Je suis heureux que ce soit le ministre Pierre Moussa qui ait présidé cette réunion. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec Pierre Moussa, j'ai été cadre au ministère du Plan. Et avec Pierre Moussa, nous avons élaboré le plan 82-86 qui avait pour objectif principal la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole dans lequel l'agriculture devait jouer un rôle de premier plan. Et nous savons qu'après, on a déclaré autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Et nous en avons eu les moyens pour constater que chaque année, nous importons pour 700 milliards de produits alimentaires. 700 milliards de produits alimentaires. C'est un des éléments fondamentaux de l'échec, non seulement du PCT, mais du président Denis Sassou Nguesso. Et il est curieux qu'après cet échec cinglant, et le PCT, le président Sassou pense que la solution de l'agriculture du Congo va venir du Rwanda, qui au plan mondial est reconnu ne même pas faire partie du top 10 des pays agricoles africains. Non, ne faisons pas ça. Alors, le 6 juin, le PCT constate que c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui garde par devers lui les accords signés avec le Rwanda au nord du Congo. Et le 8 juin, ce problème devait faire l'objet d'une attention particulière à la réunion du bureau politique. Mais quand ils en sortent au bureau politique, c'est pour dire non. Mais vous voyez, les Congolais, quand on vous le dit, c'est comme ça qu'ils ont laissé sans être inquiétés les responsables des scandales de crimes économiques et financiers, en protégeant ceux qui ont plongé le pays dans la crise, dans le chaos, en essayant de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite. Et après, on vient dire, ensemble, poursuivons la marche. Vous allez poursuivre quelle marche? Vous avez caché la dette au Fonds monétaire à un moment donné, on vous a mis à nu. Aujourd'hui, vous venez cacher les accords. Mais si vous cachez les accords, c'est que vous avez des choses à cacher, puisque vous ne voulez même pas que le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée, en soient informés. Où sommes-nous? Quel est ce pays? Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, que faisons-nous de la Constitution? On l'a changée en 2015, dit-on, pour faire évoluer les institutions. On l'a, dit-on, changé parce qu'on voulait atteindre l'émergence en 2025, à quelques jours de 2025. Et tout le monde peut déjà se rendre compte
C'est pour ça que je viens dire non, les amis du PCT, arrêtez de faire souffrir les Congolais. Les Congolais souffrent beaucoup. Aujourd'hui, vous savez, le gouvernement a élaboré un budget. Il a été adopté à l'Assemblée. Le pétrole est à un niveau très élevé. Expliquez aux Congolais comment vous n'arrivez plus à payer les salaires. Le paradoxe toujours entre ce qui se dit et ce qui se fait. Paradoxe toujours entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et aujourd'hui, les Congolais sont debout. Ils sont debout. Ils vous suivent. Merci à cette rencontre entre le PCT et le gouvernement qui a permis d'amener un élément nouveau et capital. Et je pense, je suis même surpris que depuis qu'ils aient eu cette réunion, que ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale, on a interpellé le gouvernement, notamment Denis Christel Sassou Nguesso. C'est véritablement curieux. On se demande qu'est-ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce que le fait d'être fils du président vous donne un statut particulier? Vous posez des actes qui portent préjudice à tout un pays, qui peuvent enfoncer. Vous vous rendez compte de ce que c'est que la cession ou la vente des terres? Et vous voulez divertir les Congolais? C'est en ça que j'ai une pensée particulière et exceptionnelle à l'endroit de l'archevêque de Brazzaville, qui après la messe, qui au cours de la messe qu'il a présidée le 13 juin, a déclaré que nos terres, ce qui nous ont été légués par nos aïeux, sont invendables. Nous sommes très heureux parce que c'est la position que nous partageons. Et notre responsabilité, c'est de voir comment les léguer aux générations futures. Donc, chers téléspectateurs, j'ai tenu à essayer de refaire cette chronologie pour dire un certain nombre de choses importantes. La première chose, il faut que le gouvernement arrête de divertir les Congolais. La deuxième chose, il faut que les gouvernants, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les autres responsables des institutions se rendent compte que nos gouvernants ont fait le choix de soutenir le Rwanda, de tout mettre en œuvre pour mettre entre ses mains des moyens financiers pour entretenir la guerre en République démocratique du Congo, pour continuer à perpétrer les massacres que nous voyons et que nous avons du mal à supporter à l'aide de la République du Congo. Sachez que le peuple congolais ne vous suivra pas dans cette voie. Nous nous opposerons coûte que coûte. Les terres congolaises ne sont pas faites pour servir à des desseins aussi macabres et aussi sombres. C'est pour ça que nous interpellons les Congolais. Pour que nous nous battons pour rechercher avec les pays voisins, les pays limitrophes, les meilleures relations de bon voisinage, les relations cordiales, qui fassent que les peuples vivent en paix, en toute sécurité, sans la moindre inquiétude. Il n'est pas normal qu'on puisse suivre des vidéos où nos frères de la RDC disent c'est vrai que le Congo est souverain, ils sont libres de faire, mais nous les surveillons. C'est vrai nous ne voyons pas de bon oeil que les Rwandais puissent acheter de terres juste en face de la ville de Kinshasa, le long du littoral du fleuve Congo. Cela nous inquiète. Le Congo-Brazzaville est souverain comme pays de donner à qui ils veulent des concessions foncières, mais cela quand même nous met en méfiance et nous avons mis tous les moyens pour surveiller ce que les Rwandais sont en train de faire de l'autre côté de la rive. Non pas nous surveiller, il faut que nous ayons des bons rapports. Maintenant, s'agissant de la communication, je ne vois pas après que les Congolais réalisent que les accords, que les vrais accords ne sont pas détenus par eux-mêmes, les caciques du PCT. Ils sont détenus probablement par Denis Christel Sassou Nguesso, probablement par le président de la République. On se demande si c'est une affaire familiale ou une affaire clanique. C'est dommage que l'on soit arrivé à ce point, mais nous exhortons le président de la République à clarifier cette situation aux Congolais. C'est d'ailleurs lui qui a dit, lors de cette conférence de presse conjointe à Kigali,
qu'il a organisé avec le président Kagame, que tout le monde ne comprend pas au même moment, mais qu'ils prendront le temps d'expliquer à ceux qui ont du mal à comprendre. Monsieur le Président, nous n'avons toujours pas compris. Et au cours de notre petit message, nous avons posé un certain nombre de questions au gouvernement. Sur ces questions, nous aimerons avoir la clarification. Nous préférons vous dire que la campagne menée par Thierry Mungala, Pierre Mabiala, Anatole Kolinemokas ne nous a pas du tout convaincus. Et aujourd'hui, avec les éléments que nous avons de la dernière réunion entre le secrétariat permanent du PCT et le gouvernement, nous sommes convaincus, fermement convaincus, qu'il y avait un agenda caché. Et on cache ces documents aux Congolais parce qu'on sait qu'il y a des choses que les Congolais ne doivent pas découvrir. La preuve, dans aucun des documents que notre gouvernement nous a présentés, nous n'avons vu le chiffre, nous n'avons pas vu le chiffre de 980 km², soit 98 000 hectares, qui seraient, dit-on, devenus la propriété des Rwandais. Que le gouvernement s'explique. Si le gouvernement a passé des deals avec le Rwanda, l'État est venu de rétablir la paix. Donc voilà, chers téléspectateurs, j'ai voulu une nouvelle fois revenir vers vous avant de terminer. Je dirais que le message que nous lançons, il est clair. C'est l'annulation pure et simple de tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda. Je dis bien de tous les accords. D'ailleurs, la plupart n'ont pas encore, comme j'ai fait le point, la plupart n'ont pas encore reçu l'autorisation de ratification. Et il faut que tout ça soit annulé. Et autre aspect, nous disons clairement, non à la cession, non à la vente, sous quelque forme que ce soit. Et quand nous disons sous quelque forme que ce soit, il faut que les Congolais le comprennent, y compris sous la forme des autorisations provisoires, des autorisations express d'occuper et des baux amphithéotiques. Tout ça, c'est non. Et nous le redisons au gouvernement. C'est pour ça que nous exhortons le président de la République à clarifier cette situation. C'est lui qui peut nous expliquer en quelle qualité et pour quelles raisons, dans toute impunité, déjà qu'il vit cette impunité avec les crimes économiques et financiers, mais aujourd'hui, dans ce cas, en quelle qualité Denis Christel Sassou Nguesso peut se permettre de garder par devers lui des accords qui ont été signés au nom du Congo. Et ça, Monsieur le Président, nous pouvons vous le dire. Les Congolais le vivent très mal. Les Congolais trouvent que c'est à la fois intolérable et inacceptable. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que j'ai tenu à vous dire. Mais, encore une fois, je dis, Anatole Kolinemokas, Pierre Mabiala, Thierry Mungala, arrêtez de divertir les Congolais. Il y a suffisamment de la matière pour prouver aujourd'hui que votre démarche n'est pas du tout acceptée par le peuple congolais. D'ailleurs, j'ai été très heureux de voir ce Congolais qui est chef de village et dire au Premier ministre Amadingou que dans cette zone, les Congolais ne veulent pas du tout de la présence des Rwandais. Mais tel est le sentiment de tous les Congolais. Et je viens vers vous pour vous remercier pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au samedi 29 juin 2024. À bientôt. Mais nous continuerons ce combat jusqu'à l'annulation totale et pure et simple de tous ces accords. Donc, j'invite les Congolais à être debout, à être vigilants et à ne pas baisser les bras, à ne pas laisser le moindre centimètre. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.